Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette première édition complète de la journée sur Al Oula. Voici les titres de l'actualité. Solidarité, entraide et partage au mois béni. Hier à Rabat, Sa Majesté le Roi a lancé l'opération nationale de soutien alimentaire Ramadan 1440, initiée par la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Elle bénéficie cette année à plus de 2,5 millions de personnes. Greffe de rein réussie pour une fillette de 5 ans au CHU Ibn Rushd de Casablanca. Pas de rejet de greffe, la jeune patiente se porte bien grâce à sa mère qui lui a fait don de son rein. Et dans le cadre de notre série consacrée à l'histoire de la construction, on met le cap sur Qsar Aït Frahat Tinjdad, un monument témoin de cet art architectural qui renvoie aussi au vivre ensemble entre deux communautés, les Marocains de confession juive et musulmane. Ramadan, mois de solidarité, d'entraide et de partage. Et justement, au tout début du mois béni, les actions se multiplient dans ce sens. Pas plus tard qu'hier, Sa Majesté le Roi Mohamed VI a procédé au quartier El Khamra à Rabat au lancement de l'opération nationale de soutien alimentaire Ramadan 1440, initiée par la Fondation Mohamed V pour la solidarité. Elle bénéficie cette année à plus de 2,5 millions de personnes. Boubkar Ben Ghabrit. L'opération Ramadan 1440 vient s'ajouter aux différentes actions et initiatives humanitaires entreprises par Sa Majesté le Roi Mohamed VI dans le but de promouvoir la culture de solidarité et d'assurer un développement humain durable en conformité avec les valeurs et préceptes de l'islam. Mobilisant une enveloppe budgétaire de plus de 70 millions de dirhams, l'opération Ramadan 1440 bénéficiera cette année à plus de 2,5 millions de personnes établies dans 83 provinces et préfectures du royaume. Cette opération qui est organisée par la Fondation Mohamed V pour la solidarité représente l'une des plus importantes actions solidaires menées par la Fondation, parce qu'elle illustre d'abord les valeurs de solidarité, de générosité, d'entraide et de mobilisation qui caractérisent la société marocaine, mais elle est menée également à grande échelle puisqu'elle permet à plus de 500 000 foyers au niveau national de bénéficier de ce soutien alimentaire. Des milliers de personnes sont mobilisées, soutenues par des assistantes sociales et des bénévoles, dont des jeunes étudiants, pour le bon déroulement de cette opération. Cette action de générosité, hautement significative en ce mois béni, apporte aide et réconfort aux catégories sociales les plus vulnérables, notamment les veuves, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. Les actions solidaires foisonnent donc partout. Je vous propose à présent cette initiative émanant d'enfants bénévoles, chapeautée par la Rabita Mohammedia des Oulama. Ils ont organisé un ftour aux enfants nécessiteux. Ils leur ont aussi distribué des paniers contenant des produits à forte consommation durant ce mois de jeûne. Monia Marouche. Ils sont très jeunes et déjà imprégnés des valeurs de solidarité. Dans la cuisine, ces enfants s'activent dans tous les sens pour dresser la fameuse table du ftour au profit de familles nécessiteuses. Nous avons acheté les denrées alimentaires de première nécessité, nous avons préparé les plats et chacun a fait de son mieux pour réussir cette opération. Ce qui nous intéresse avant tout, c'est d'apporter du réconfort et de la joie à ces familles dans le besoin. Surtout en ce mois de Ramadan, un mois de bienfaisance par excellence, où 300 paniers alimentaires ont été distribués. Cette initiative veille à inculquer aux enfants des valeurs nobles comme la solidarité, l'entraide et le partage, et cette cérémonie reflète cet esprit-là. Et il suffit de les voir ensemble pour comprendre combien ce moment est important. Les bénévoles l'ont bien compris. Un geste, un sourire peuvent suffire à ces enfants démunis.
C'était sa seule chance pour se libérer des longues heures de dialyse. Une fillette de 5 ans souffrant d'une insuffisance rénale depuis la naissance a subi avec succès une opération de greffe de rein. La donneuse n'est autre que sa mère. La chirurgie s'est effectuée au CHU Ibn Rushd de Casablanca par un staff médical 100% marocain. On en saura plus avec Nisrine Asdar. Terminer les séances quotidiennes de dialyse, le teint gris et la fatigue chronique. Aujourd'hui souriante, soulagée et comblée par l'amour de ses proches, Hidaya entame paisiblement sa période de convalescence. Une nouvelle vie s'offre à elle. Je souffrais beaucoup, là je me sens très bien. Ma fille a commencé les séances de dialyse depuis ses 9 mois. C'était très anéantissant. Elle avait besoin d'une transplantation rénale. Je lui ai fait donc don de mon rein pour sauver sa vie. Et je suis très heureuse de la savoir aujourd'hui en bonne santé. L'intervention chirurgicale a été réalisée par un staff 100% marocain et hautement qualifié. Mais les moments préopératoires n'ont pas été de tout repos. L'équipe médicale avait des appréhensions en raison de l'âge de Hidaya, notamment un rejet de l'organe greffé par son système immunitaire. L'autre problème qui se pose lorsqu'il s'agit d'une greffe rénale chez un enfant est celui de l'anesthésie du receveur. Il y a toujours des risques. C'est une opération très délicate. Elle nécessite une grande concentration et expertise. Et nous sommes ravis de l'avoir réussi. وهي كتقوم بعملية دياليز وكانت كدير عملية دياليز ديال البطن. Hidaya suivait des séances de dialyse péritonéale et souffrait d'une insuffisance rénale chronique. Arrivée à l'âge de 5 ans, une greffe est devenue possible. L'opération s'est bien déroulée. Aucune complication n'a été enregistrée. Étant par définition une pathologie silencieuse, l'insuffisance rénale l'est encore plus chez les enfants. Ces derniers arrivent souvent en consultation à un stade très avancé. Les parents doivent donc prêter attention aux moindres signes chez leurs petits, notamment les douleurs de dos et la couleur des urines. Focus sur le Centre national de l'énergie, des sciences et de technologie nucléaire qui a réussi à se positionner en tant qu'acteur majeur dans la formation et l'expertise dans ce domaine. Créée il y a de cela 10 ans, la structure a élargi son ouverture sur l'environnement régional et international, avec à la clé la mission d'œuvrer à favoriser l'usage de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, notamment dans des domaines comme les sciences, la médecine ou encore l'agriculture. Ahmed Laalabi, Nisrine Asdar. Plus de 200 professionnels africains sont accueillis en formation chaque année dans cet établissement. Créé en 1986, le Centre national de l'énergie, des sciences et des technologies nucléaires se positionne en tant qu'acteur majeur dans la formation et l'expertise en sciences et technologies nucléaires. L'organisme a baptisé en 2009 le premier réacteur nucléaire au Maroc, exploité à des fins pacifiques. Il développe actuellement un réseau large de partenariats à l'échelle nationale et internationale. On utilise aussi le réacteur donc pour la formation, soit au niveau local, donc pour les universités nationales, donc soit pour les universités marocaines telles que Fès, Tétouan, Kénétra, etc. Ou dans le cadre africain. Donc il y a des Africains qui viennent ici pour faire des stages. Les activités de ce centre visent le renforcement du développement du secteur socio-économique, la gestion des déchets radioactifs, mais également l'exploitation des produits pharmaceutiques en médecine nucléaire pour le dépistage et le traitement de certaines maladies métaboliques et cancéreuses. Le CNESTEN, c'est un centre qui est reconnu à l'échelle internationale par l'Agence internationale d'énergie atomique en tant que centre de collaboration. Notre centre est reconnu en tant que centre d'excellence dans 4 domaines. Le premier, c'est l'hydrologie isotopique. Le deuxième, c'est l'utilisation des isotopes dans le domaine de la nutrition. Le troisième, c'est la radioprotection. Et le quatrième, c'est les applications industrielles. Le centre ambitionne d'élaborer sa vision stratégique à l'horizon 2030. Il prépare son plan d'action 2020-2022 et cela conformément à la nouvelle loi organique des finances.
À l'international, nouvelle escalade de violence dans la région d'Idlib après une violente offensive de l'armée syrienne. De sanglants affrontements ont également opposé les troupes loyalistes aux djihadistes des forces du régime. 13 civils ont été tués par des bombardements et pendant ce temps, l'exode des civils se poursuit. Plus de 152 000 personnes ont été déplacées en une semaine par les combats. La situation humanitaire empire car l'écrasante majorité des quelques 3 millions d'habitants vit grâce à l'aide humanitaire. À la une également, la crise en Libye. La tournée européenne du chef du gouvernement libyen d'Union nationale Fayez Sarraj se poursuit. Elle vise à récolter des soutiens contre l'agression du maréchal Haftar. Une tournée entamée à Rome, puis Paris et Berlin, avant de s'envoler ce soir pour Londres. Après une progression rapide, des troupes du maréchal Haftar piétinent depuis un mois aux portes de Tripoli, barrées par les forces loyales du GNA, dont fait partie des groupes armés de la ville de Misrata. L'émissaire onusien en Libye, Rassen Salamé, parle de profonde division. Les inquiétudes reprennent de plus belle à l'OMS après l'apparition de nouveaux cas d'Ebola en République démocratique du Congo. 14 nouveaux cas de décès et plus de 260 suspects ces dernières semaines. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, se dit préoccupé. Les centres de traitement et les établissements de santé ont vacciné plus de 100 000 personnes et sauvé la vie de centaines de personnes qui ont contracté la maladie. Mais en dépit de ces efforts, l'épidémie en est à son 10e mois et a fait plus de 1000 victimes. Cap sur la province de Qalat Srarna pour faire le point sur la production des céréales d'automne qui, selon les estimations, ne va pas dépasser 50% dans les zones irriguées en raison d'une pluviométrie irrégulière cette année. Mais la compagnie s'avère tout de même prometteuse puisqu'on s'attend à une production qui devra dépasser 30 quintaux le hectare. Omar Jleidi et Zakaria Moukimbila. De larges champs de céréales qui dépendent des pluies. Quand celles-ci se font rares, les agriculteurs recourent à l'irrigation au goutte à goutte. Objectif, sauver les récoltes en termes de productivité et de qualité. Cette année, il y a un manque de précipitations. Nous faisons face à un déficit des ressources hydriques. Nous avons dû irriguer les champs dont la production devrait varier entre 20 et 80%. Les cultures des zones irriguées progressent bien, aussi bien au niveau de la qualité que de la quantité. Selon les estimations, le rendement est évalué de 25 à 30 quintaux à l'hectare. Et afin de rationaliser l'eau d'irrigation, des agriculteurs adoptent un nouveau style consistant à mélanger entre les types de cultures. Nous cultivons le blé et l'olivier sur la même superficie. Nous utilisons la technique de goutte à goutte afin d'économiser les dépenses en eau. Cela donne des résultats positifs. Cette année, la production est en régression à cause du déficit pluviométrique. En dépit de l'irrigation et des engrais, la production n'est pas aussi importante que les saisons précédentes. Les épis de blé sont en pleine croissance. Les spécialistes recommandent de ne procéder à la moisson qu'à fin juin et début juillet, afin de favoriser la qualité de la récolte. Programme d'action nationale de lutte contre la fièvre afteuse bovine. Depuis l'apparition au Maroc de cette nouvelle souche virale en janvier, l'ONSA annonce des actions qui seront étendues aux ovins et caprins et mises en œuvre à partir de juin prochain. Des réceptions du vaccin adapté à cette nouvelle souche virale. Ces actions de lutte consisteront notamment en la réalisation d'une campagne de vaccination de rappel des bovins en vue de renforcer l'immunité du cheptel et de vaccination à titre préventif. Place maintenant à notre série news de Ramadan, série consacrée à l'histoire de la construction en Pisé. Aujourd'hui, on vous emmène à la vallée de Ratafilat, où un monument est témoin de cet art architectural, Qsar Ait Frah. Bien plus qu'une simple bâtisse, l'édifice renvoie à une histoire où les règles de construction s'appliquaient de la même manière aux Marocains de confession juive et musulmane. Une façon de maintenir l'aspect architectural de la cité, mais aussi de renforcer les liens entre deux communautés qui habitaient côte à côte. C'est un reportage à Tinjda de Mohamed Louahibi Abla Ali Ayad avec un commentaire de Mr. El Hamdawi.
Bagdad, une ville de la région de Darat Filalt, riche de son patrimoine architectural et civilisationnel. Les qsours font partie de cet héritage. Parmi les plus connus ici, celui d'Eit Frah. Le voilà majestueux et fier, résistant aux aléas du temps. Il se dresse comme un témoin encore vivant de l'urbanisme almoravide. Tout un art de la construction en terre crue qui se prête parfaitement à la simplicité du mode de vie de la population locale. Qsar Ait Frah se distingue par son style architectural très singulier. Il est construit en pisé. Il dispose de plusieurs espaces publics partagés, comme la mosquée, le conseil des sages et les places publiques où se déroulent les fêtes. Ce Qsar est connu par sa mosquée Imqor, la grande mosquée fondée par Youssef Ben Tachefine. Les travaux de construction de cet édifice religieux ont été financés par son épouse. Cette mosquée est également appelée la mosquée des Almoravides. Vivre en communauté dans ce lieu authentique implique le respect de certaines règles sacrées pour ses habitants. Les habitants de ces qsours étaient soumis à des lois coutumières. En cas de leur violation, le contrevenant était sommé non pas de verser une amende, mais d'inviter ses voisins chez lui pour le déjeuner ou le dîner. Les Juifs étaient également présents ici à Asrir, car le lieu est très sûr et la sécurité était primordiale pour eux. Ils s'étaient installés au Mlah des Ait Frah et au Mlah des Ait Bzam. Qsar Ait Frah retrouve à présent une seconde vie après sa restauration dans les règles de l'architecture d'époque. Une architecture écolo avant l'heure qui devrait inspirer les bâtisseurs d'aujourd'hui. Et c'était le mot de fin de cette édition. Merci de rester avec nous. Tout de suite, l'édition hispanophone avec Nesrine Benranem. Bonne journée à vous tous. À demain.